Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, professeur Karima Sila Doucouré, dites-nous, la semaine du monde professionnel, c'est quoi concrètement? Comme vous l'avez dit, c'est une semaine qui permet à l'UAC de s'ouvrir au monde professionnel au profit de nos apprenants. Parce que nous sommes dans le système de LMD et vous n'êtes pas sans savoir que après chaque cycle, l'apprenant doit confronter ses acquis sur le monde professionnel. Donc, nous tenons à rapprocher ceux du monde professionnel à nos apprenants pour qu'ils puissent sentir la réalité. Alors, vous êtes à la 6e édition, j'ai envie de dire, de cette semaine. En réalité, quelles sont les opportunités que vous offrez aux étudiants qui participent justement à cette semaine-là? La première opportunité, c'est que ces apprenants puissent confronter leurs acquis avec ceux du monde professionnel, dialoguer avec eux. Et de ces échanges, nous arrivons à signer des accords de partenariat qui permettent alors à l'université de pouvoir placer ces apprenants, ne serait-ce que pour leur stage professionnel, pour rédiger les mémoires. Donc, c'est une opportunité aussi pour les apprenants de pouvoir innover, de pouvoir être créatifs, parce que de ces échanges, il y a certains chefs d'entreprise qui arrivent à les recruter. Parce que vous invitez également les patrons d'entreprise. Oui, mais c'est le monde professionnel. Nous invitons les patrons d'entreprise et nous invitons aussi les cabinets pour qu'ils puissent savoir que nous avons des ressources qu'on peut mettre à leur disposition. Et à ces échanges, les étudiants aussi peuvent alors innover et montrer leurs capacités. Et des fois, ils arrivent à trouver de l'emploi par rapport à ces échanges. Dans l'introduction, il y a un instant, je revenais sur cette situation déplorable puisque les jeunes sortis des universités n'arrivent forcément pas à trouver juste un emploi. Est-ce que vous avez une idée en réalité du nombre d'étudiants inscrits ces 2 dernières années? Bien sûr, pour l'année 2016, ils sont au nombre de 65 517 et pour l'année 2017, on a 69 879. C'est difficile pourtant pour ces jeunes de trouver du travail sur le marché de l'emploi. Bien sûr, nous savons que c'est difficile. C'est pour ça que nous initions ces séances, ces genres d'échanges, pour que les entrepreneurs aussi puissent donner leur partition. Parce qu'il n'y a pas que la semaine du monde professionnel, nous avons plusieurs activités qu'on mène. Par exemple, nous avons créé le Startup Valley pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'auto-employer. Nous avons créé alors le centre de volontariat pour permettre alors à ces apprenants d'aller faire alors leur premier pas sur le monde professionnel. D'accord. Alors, avant de revenir aux spécificités de cette 6e édition de cette semaine du monde professionnel, professeur Daouda, vous qui êtes au niveau de l'Institut national de l'eau, est-ce que réellement des étudiants sortis, par exemple, de votre, je dirais, de votre filière, arrivent réellement à aller sur le marché de l'emploi? Est-ce que des filières sont assez porteuses pour pouvoir leur faciliter la tâche? Bon, je peux dire déjà que l'approche oui. Au niveau de l'Institut national de l'eau, c'est déjà d'avoir des formations présentielles, mais aussi des formations continues où ceux qui travaillent déjà viennent se former en master. Ce qui fait que, bon, il y a des DG qui sont dans le secteur qui se sont formés à l'Institut national de l'eau, donc ça facilite l'insertion de ces jeunes étudiants dans ces secteurs. Mais prenons d'abord la question de l'eau. Nous savons que c'est la priorité actuellement et toutes les communes au niveau communal, les communes ont en charge la question de l'eau, mais non pas du personnel qualifié. Donc ce besoin s'exprime en termes de l'eau pour la consommation, mais également la maîtrise de l'eau pour l'agriculture, mais aussi comment maîtriser l'eau pour que cela ne devienne pas des problèmes d'inondation et tout ça là. Et nous avons également le domaine de l'assainissement. Donc tous ces problèmes qui sont aujourd'hui d'actualité ont besoin des ressources et je peux dire au jour d'aujourd'hui que la plupart de nos ingénieurs sont déjà des chefs de service à plusieurs endroits et d'autres sont dans des cabinets. Et donc il y a une synergie qui est créée qui permet aux plus jeunes d'aller travailler avec les autres. Mais à l'interne, l'État, à travers le partenariat avec les Pays-Bas, nous a confié la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan Delta, la zone deltaïque qui intègre toute l'économie du pays en termes de tout ce qui se fait au niveau de Grand Nokoué, de Ouida jusqu'à Semepoji, Cotonou, Calabi. Et nous constatons que cette zone qui est fragile, il n'y a pas une planification sur le long terme. Et là, c'est à l'Institut national de l'eau que l'État a confié
de mettre en place cet outil de développement. Et à ce niveau, nous intégrons déjà les jeunes qui, aux côtés de ceux qui sont plus expérimentés, apprennent le métier. Est-ce à dire, sans pour autant vous arrêter, professeur, est-ce à dire que ces jeunes qui, sortis des universités, ou même ceux-là qui peut-être sont en stage, vous les associez directement à la tâche de façon pratique? Tout à fait. Et ils sont là, et ils apprennent, on a constitué des équipes sur des thématiques bien précises. Ceux qui travaillent sur les eaux souterraines, ceux qui travaillent sur les eaux de surface, ceux qui travaillent sur le cycle, c'est-à-dire les télédétections et comment intégrer ça pour la gestion des eaux. Et lorsque nous avons une équipe, il y a un senior, il y a des chercheurs qui sont autour et il y a les jeunes chercheurs qui sont là et qui animent ces équipes. Vous faites ça depuis longtemps déjà ou c'est non, c'est à l'occasion de... Bon, l'Institut national de l'eau de façon officielle n'a que 5 ans. Okay. On va peut-être vous revenir d'ici à là pour la fête des 5 ans. Donc, de façon officielle, on n'est pas... mais on a commencé à mettre les bases depuis près d'une dizaine d'années parce que c'est des formations du secteur de l'eau qui étaient à la FAST, à l'EPAC et à la FSA. C'est toutes ces formations qui ont été mises, qui ont été regroupées pour former l'Institut national de l'eau. Donc, du point de vue de l'opérationnel, en termes de recherche-action, nous travaillons avec la SONEP, nous travaillons avec la DGO, nous travaillons avec la DNSP, et les privés. Comme ça, vous aidez en fait ces jeunes-là à pouvoir voilà, et aussi pour avoir suivre, une certaine expérience. Pour que notre expertise en termes de recherche serve. Parce que l'alimentation de toute la ville de Cotonou, c'est quand même, ça sort de l'aquifère de Godomé. Et c'est l'Institut national de l'eau qui assure la reconnaissance de cette ressource-là. D'accord. Urbain Amegbedi, j'avoue que je n'ai pas envie d'être à votre place parce que je présume que sur votre table tous les jours, il y a des milliers de dossiers. Comment arrivez-vous à vous en sortir avec tous ces dossiers qui vous viennent pratiquement tous les jours, juste pour de l'emploi ou pour un stage? Ben, il faut affronter le problème. Non, disons que c'est vrai. Le nombre de diplômés qui demandent à être insérés, à trouver même un stage, juste un stage, est énorme. Et c'est là que nous avons un réel problème. Nous avons un problème dans la mesure où la question à se poser, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui vient de soutenir sur la gestion des déchets et qui a fait des propositions se présente dans mon bureau pour me demander un emploi? C'est bizarre. C'est bizarre, parce qu'il vient de faire une réflexion sur la collecte et la gestion des déchets dans la ville de Cotonou. Et ce n'est pas ça qui manque actuellement. Mais est-ce que... Les déchets sont là et il vient me demander un emploi. Alors, je lui demande, et ce que tu as fait, ça sert à quoi? Mais est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est de sa faute quand il vient vous demander un emploi? Parce que justement, il n'a pas sans doute eu les occasions. Probablement pas, parce que... Et c'est pour cela que ce genre d'activité qu'organise l'université, qui nous associe, nous permet de dialoguer, de discuter pour pouvoir améliorer le système. Nous avons besoin de former des talents, nous avons besoin de former des gens qui apportent des solutions aux problèmes que nous avons. Nous n'avons pas besoin des gens qui encadrent leur diplôme. Ça, on doit sortir de là. Si l'on ne sort pas de là, eh bien, nous allons avoir un gros problème. Malheureusement... Comme le dirait l'autre, il y a trop de diplômés au Bénin. Malheureusement, aujourd'hui, des parents éducateurs jusqu'à nous tous, nous travaillons à dire à l'enfant que le plus important, c'est d'avoir le diplôme. Ce n'est pas vrai. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le diplôme. Parce que le diplôme est une présomption de compétence, de capacité. Et s'il n'intègre pas cela, il ne comprendra pas quelle est la solution à son propre problème. Il ne comprendra pas que le diplôme lui permet d'apporter une solution aux problèmes qui se posent dans sa société. La preuve est que le jeune ne regarde même pas autour de lui. Il ne se rend pas compte des opportunités qui sont autour de lui. Et donc c'est pour cela que quand ils viennent chez nous, c'est difficile un peu. On essaye de leur dire, si tu as travaillé sur les déchets et que tu demandes à être employé, il y a un problème et on recommence à faire le travail. Et ce travail consiste à lui montrer qu'il a des solutions en main. Il a des opportunités en main dont il peut profiter, non seulement pour lui-même, mais également pour employer d'autres personnes. Et cela, c'est la réforme que nous appelons de nos voeux, sur lesquels le gouvernement travaille actuellement, pour que nous ayons des talents, pour que le jeune, lorsqu'il est diplômé, comprenne qu'il a une compétence.
qu'il a des capacités, qu'il a un savoir-faire, que avec l'université, nous puissions travailler à lui mettre cela dans la tête. Mais est-ce que ce discours convainc réellement les jeunes dans la mesure où aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui ont envie justement, juste après la sortie de l'université, de travailler, ou encore d'autres qui ont forcément envie d'être dans la fonction publique? De notre dernière évaluation, sur notre plateforme que nous appelons SICA, 96% des jeunes qui s'étaient inscrits demandaient un emploi salarié. Voilà. Il n'y avait que 4% qui... Donc, vous pouvez comprendre déjà le dysfonctionnement que nous avons. Dès qu'ils sortent, ce qu'ils demandent, c'est d'être au service des entreprises. Mais le hiatus, c'est que les entreprises, l'entrepreneur là, il vous le confirmera, quand nous les envoyons, beaucoup d'entreprises nous les renvoient pour dire, bon non, c'est pas ça que j'ai besoin. Ils ne sont pas... Bon. Donc, il y a que... ils ne comprennent pas. Ce n'est pas totalement leur faute, c'est également notre faute, c'est également le système que nous avons mis en place qui n'est pas assez performant pour que nous puissions fabriquer, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui ont confiance que si j'ai ce diplôme, c'est que j'ai une capacité de résoudre des problèmes, d'apporter une solution aux problèmes autour de moi. Tant que nous n'aurons pas ce type d'homme, mais que nous aurons ce que nous avons toujours eu, à savoir comme moi-même, hein, je n'ai pas dit, le type d'homme qui se dit, j'aligne mes diplômes, j'ai 2 masters, j'ai 3 masters, je les encadre, et j'attends qu'on vienne me chercher, nous ne serons pas sortis de l'auberge. C'est comme s'il faudrait avoir un béninois, un jeune de type nouveau en fait, il faudrait pouvoir formater, reformater, comme le dirait l'autre, les jeunes en réalité. Mais cette semaine, par exemple, du monde professionnel initié par l'université d'Abomey-Calavi, vous, quelle lecture vous en faites? Est-ce que c'était je dirais, ce qui était attendu réellement? Bien sûr, c'est la 6e édition. C'est parce que ça réussit qu'on progresse. Et l'université n'a pas seulement innové en créant la semaine du monde professionnel, il y a le centre de volontariat qui forme déjà des gens et qui ont place dans les entreprises. En fait, ce dont nous avons besoin, la formation à l'université, c'est un moment de donner le savoir à l'étudiant, à l'étudiante, et puis on le met aussi dans l'atmosphère du savoir-faire. Mais ce qui reste, c'est de notre responsabilité, nous les patrons d'entreprise. Je donne mon exemple parce que j'ai reçu beaucoup d'étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Je comprends que quand on les reçoit et on les met dans l'atmosphère de l'entreprise et qu'à un moment donné, ils se confrontent à la réalité, ils développent le pouvoir-faire. Quand on a le savoir-faire, d'abord le savoir et le savoir-faire, et que dans l'environnement de l'entreprise, on développe le pouvoir-faire, la personne devient utile. Et donc, pour moi, la solution, c'est non seulement revoir le système, innover dans le système, mais au niveau des enseignants, au niveau de l'enseignant, de l'étudiant, et aussi des patrons d'entreprise, parce que c'est une question nationale. Alors, vous qui êtes patron d'entreprise, vous l'aviez dit, vous avez reçu plusieurs fois des jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et tout en stage chez vous. Quand ils finissent, vous leur proposez quoi au vu de leurs résultats? D'abord, quand je ne vous colle pas, hein, du tout. Quand on les intègre dans l'entreprise, c'est un monde nouveau. C'est pourquoi madame qui dirige la CEMOP dit déjà que on leur donne l'opportunité d'aller dans les entreprises, de se confronter aux entreprises, aux réalités de l'entreprise pour apprendre de ce monde nouveau-là. Et c'est ce que le système LMD demande, qu'à chaque fin de cycle-là, on va dans le monde professionnel pour connaître un peu cette réalité. Et pour moi, j'aime les métaphores, hein. Oui, voilà. Quand vous voyez le forgeron, tout se passe chez lui. Le forgeron va chercher des ferrailles. Et puis, il amène dans sa forge et il lui donne une forme. Donc, l'étudiant, il va à l'école pour avoir une forme. Et en sortant de l'école, en sortant de l'université, avec cette forme, il rentre dans l'entreprise où on doit le consommer. On doit l'utiliser et l'entreprise, alors, comme je l'ai dit, développe en lui le pouvoir-faire. Et puis, dans cette ambiance-là, il devient très utile et lui-même peut s'auto-employer dans l'avenir. Lui-même peut s'auto-employer dans l'avenir. Ça me permet, la transition est toute faite pour retrouver cet entrepreneur. Aujourd'hui, on nous parle de l'entrepreneuriat, on nous parle des jeunes qui devraient pouvoir eux-mêmes initier leur projet, pouvoir bénéficier éventuellement d'un financement et tout. Mais ce n'est pas toujours facile d'entreprendre, selon certains.
pour vous, votre expérience, je ne voudrais pas focaliser le débat sur votre vie personnelle, mais vous avez entrepris comment pour aujourd'hui être à ce stade-là? Alors, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. Et depuis que tu es à l'université ou en train d'être formé, il faut que tu te demandes, mais ce qu'on m'apprend, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire d'utile pour les autres? Et c'est à partir de là que tu peux dire, ah, moi j'ai fait la sociologie, ah, je peux peut-être créer un cabinet pour faire des études sociologiques et mettre ces résultats au profit de telle personne. Je peux vendre ces résultats-là à telle et telle autre personne. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que nous sommes dans une société où l'enfant, dès ses premières années de scolarité, est déjà calqué sur l'emploi. Tu vas à l'école pour devenir accowi. Et l'accowi, c'est celui qui est dans un bureau. Le col blanc, en fait. Le col blanc. Voilà. Et donc, quand on est dans cette dynamique, on ne pense pas que on peut soi-même créer quelque chose et se mettre à son propre compte. On attend que quand on a fini d'étudier, que l'emploi vienne de quelque part pour qu'on se mette à travailler. Mais est-ce à dire que tous les jeunes sont destinés à l'entrepreneuriat? Pas forcément. C'est ça la grande question. Non, pas forcément. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être dans l'auto-emploi, mais si déjà on a l'aptitude de mettre à profit ce qu'on a appris, à partir du moment où on sait utiliser le savoir qu'on nous a donné, on peut même vendre ça à une autre entreprise. Mais si tu ne sais pas à quoi ça va servir, tu as appris la comptabilité, ou bien tu as fait la FASEG, et tu ne sais pas que tu as appris là quelque chose qui va te permettre de tenir la comptabilité d'une entreprise, tu ne vas jamais pouvoir exercer. Et pendant que tu étais en train d'être formé à la FASEG, si tu sais que tu peux être utile au service comptable d'une entreprise, tu vas commencer par développer les aptitudes, par faire des recherches. Mais le jeune, il reste en faculté jusqu'à sortir avec une maîtrise et il ne sait pas là où il faut allumer un ordinateur. Comment va-t-il utiliser les logiciels de gestion? Ça va être compliqué, hein? Voilà. Et donc, quand ils viennent en entreprise, tu vois qu'ils sont complètement déphasés, alors que l'entrepreneur n'est pas là pour former. Il veut tout de suite que tu sois utile pour lui rapporter de l'argent. Alors, quelque part, professeur Doucouré, est-ce qu'il n'importe pas aujourd'hui de réfléchir, comme je le disais, à ce modèle suisse, cette formation duale, où il y a l'école, il y a l'entreprise? Est-ce que au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, il ne faudrait pas, c'est déjà bon de penser à la semaine du monde professionnel et tout, est-ce qu'il ne faudrait pas orienter aujourd'hui les choses vers ce type de formation, en fait? Bien sûr, c'est l'idéal, mais nous avons commencer par gravir l'échelon en intégrant les professionnels pour pouvoir discuter de nos offres de formation. Parce qu'il est clair que vous avez vu, on a dit 65 000. Est-ce qu'on va avoir les entreprises pour caser tout ça? Ça va être compliqué. Là, le problème est de revoir nos offres de formation. Et cette problématique nous amène à intégrer les professionnels parce qu'aujourd'hui, nous les invitons dans nos formations. Ils arrivent à valider avec nous nos curricula de formation pour qu'on puisse adapter nos formations à la réalité du terrain. Donc, et également, on a commencé par innover pour initier les journées d'entreprise, pour que les apprenants puissent aller savoir la réalité, ce qui se passe dans les entreprises, ne serait-ce qu'une semaine, parce que là, le flux étant important, il faut quand même mettre en place les stratégies
pour pouvoir contourner ce problème de ils ne savent pas quoi faire, ainsi de suite. Donc, on a initié aussi des journées d'entreprise. Et également, par rapport aux accords de partenariat, nous, ce que l'université a commencé par faire, c'est que très tôt à l'entame, nous prenons la tâche avec les entreprises et nous leur disons le nombre de places disponibles pour les entités. En fonction de ça, et très tôt, on nous donne la disponibilité et nous envoyons par le recteur les courriers aux entités pour leur dire, alors pour la fin de l'année, on a besoin de telles ressources dans telle entité, ainsi de suite. Donc nous avons commencé par le faire pour pouvoir gérer un tant soit peu ce problème de déphasage qu'on note au niveau de nos apprenants pour dire, bon, ils ne savent pas allumer un ordinateur, ainsi de suite. Voilà. Vous parlez justement des apprenants de part et d'autre. Nous avons des apprenants qui sont sur ce plateau avec nous. En 30 secondes, vous allez sans doute adresser une question à nos illustres invités. Ensuite, nous allons pouvoir retourner de l'autre côté. Oui, madame, veuillez vous lever et vous présenter. Je m'appelle Yabi Marie-Virginia. J'ai 2 questions à poser. La première est celle-ci. Quelles sont les mesures ou actions mises en œuvre par l'État et les universités pour améliorer la qualité de la formation reçue par les étudiants afin de les rendre compétents et dynamiques pour affronter le monde professionnel? La deuxième question est celle-ci. Quelles sont les initiatives prises par l'État pour accompagner les jeunes diplômés qui désirent entreprendre mais qui n'ont pas les moyens? D'accord, de très belles questions, hein. De questions adressées notamment à Urbain Amegbedi. Je vois le large sourire. Oui, de l'autre côté. Bonsoir madame et messieurs. Moi, je me réponds au nom de Sila Sawata en option réseau et génie logiciel APG Bénin. Ma question est la suivante. De nos jours, trouver de l'emploi n'est-il pas une question de connaissance que de compétences ou de capacité? C'est une seule question. Non, ça c'est une grosse question. Urbain Amegbedi, vous avez la parole en 1 minute pour pouvoir répondre à cette question. Ensuite, nous allons faire le tout dernier tour de table sur ces questions et clore ce premier panel. Oui. Je note que les 2 questions de mademoiselle, elle a parlé de l'accompagnement de l'État dans ces 2 questions. Elle n'a vu que l'État. Oui, et c'est ça déjà le problème. Les parents, ils sont quand même un maillon très fort dans cela. J'ai l'habitude de dire, le parent qui est prêt à débourser 2 millions, 10 millions pour former un enfant n'est pas prêt à débourser 500 000 ou même 100 000 pour lui permettre de démarrer une activité. C'est une aberration. Il faut corriger au fil des jours. Nous sommes tous responsables. Les parents également. Ils peuvent payer des millions pour les études des enfants, même 100 000 pour qu'ils démarrent une activité, ils refusent. D'accord. Elle aussi, elle a dit, la question c'est question de connaissance. Vous voyez, donc tout tourne autour de l'accompagnement de l'État. Quelle réponse vous leur donnez? La réponse est d'abord que vous-même, vous êtes une ressource. Vous devez d'abord comprendre cela. Si j'ai appris quelque chose, c'est que je suis compétent en quelque chose. La question que vous devez vous poser d'abord, suis-je compétent en quoi? Que puis-je faire? Si vous continuez à dire j'ai un diplôme, ça ne veut rien dire. Celui-là qui est devant vous, il ne vous recrutera pas. Aujourd'hui, pour trouver de l'emploi, n'écrivez plus j'ai l'honneur de demander et j'ai un diplôme. Mais quelle est la solution que vous apportez à l'entreprise? Quelle proposition vous lui faites pour faire évoluer ses affaires? Il vous recrutera tout de suite. Parce que lui, il a besoin d'avancer. Et donc, je dirais à mademoiselle, la première question avant que je ne vous dise ce que l'État va faire pour vous, vous-même, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes une compétence? Parce que l'État ne veut pas des non-compétents. Tant que vous ne me direz pas la compétence que vous avez, la capacité que vous avez, ce que vous êtes en mesure d'apporter à l'État, ne lui demandez pas qu'il vous accompagne. D'accord. Merci. Mais je le dis en termes pédagogiques, ce n'est pas pour vous insulter. C'est pour vous dire que la question ne doit pas tourner simplement autour de l'État. Il faut d'abord vouloir. L'État va faire les réformes qu'il faut. Ça, c'est sûr. Ça va prendre le temps qu'il faut. L'université est en train d'en faire. Tout le monde est en train d'en faire. Mais tout cela, l'homme est au centre de cela. La ressource humaine est la ressource la plus importante. Merci beaucoup, Urbain Amegbedi, directeur général de l'ANPE. Alors, professeur Mama Daouda, en 10 secondes, vous allez pouvoir conclure, dire votre mot de la fin. Un mot de la fin par rapport à la question. Oui, vous faites-le en même temps. Et moi, je pense que nous avons le devoir de donner confiance d'abord à nos apprenants, à nos étudiants. Et c'est ce manque de confiance qui fait qu'ils n'aiment pas entreprendre. Et ils attendent à aller seulement vers le secteur public. Donc, au niveau des curricula, il faut modifier l'approche. Vous avez parlé au début de l'approche duale. Oui. L'approche duale, ça a un coût.
Il faudrait que nous réfléchissions à mettre à côté de nos centres de formation les ateliers. Et dans les ateliers, il n'y a pas que ceux qui savent parler français ou bien anglais ou chose là, parce que le métier, ce n'est pas la langue, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Donc, qu'on puisse mettre tout cela en mayonnaise pour pouvoir permettre, au moment où ils sont en train d'apprendre, de voir quelle est la différence entre la théorie et la pratique. D'accord, merci professeur. Alors, M. Rompouet, très rapidement, 10 secondes, pas plus. Celle qui a demandé les moyens pour réaliser l'entrepreneuriat, etc. Mais je vais vous dire d'abord, dès que vous avez envie d'entreprendre, il n'y a pas, les moyens arrivent de par votre envie. Lorsque j'ai besoin de 500 000 francs pour démarrer une activité, je peux réfléchir pour voir qu'est-ce que je vais faire d'autre pour avoir les 500 000. D'accord, ainsi de suite. Et bon, malheureusement, pour aller un peu dans le sens du DGA-NPE, je vais dire que nous avons un problème socio-culturel où le parent